Bonjour, je m'appelle Anubhav Kate, je suis un ingénieur ferroviaire basé à Paris. Et aujourd'hui, le sujet que je choisis, c'est aussi ferroviaire. Et avec moi, j'ai Antoine Pécard. Bonjour Euh, Arnaud. Bonjour, Antoine est un journaliste indépendant. Je vais le présenter brièvement avant de commencer la discussion. Donc, Antoine, il est né après la naissance du premier TGV français en 1981. Donc, c'était bien le 22 septembre, Paris-Lyon et Mitterrand, François Mitterrand l'avait inauguré. Antoine, comme je vous ai dit, est un journaliste indépendant. Vous écrivez régulièrement pour Mediapart. Pour Le Monde, vous avez travaillé entre 2006 et 2012. Vous écrivez aussi ponctuellement pour Le Monde diplomatique, ainsi que Alternative économique, La lettre du musicien. Vous étiez éditeur-directeur entre 2018 et 2022. Et vous collaborez également avec Radio France Internationale, RFI, France Musique et la chaîne Mezzo. Vous êtes aussi le directeur artistique du festival Cordes sur Ciel. Vous êtes spécialiste des économies culturelles et vous êtes un bassoniste. Vous avez publié plusieurs livres. Le premier, c'était en 2007, Les écrans sonores de Stanley Kubrick. 2011, Il Diluvio Universale, c'est une étude biographique et musicologique sur la vie de Michelangelo Falvetti, un compositeur sicilien du XVIIe siècle. 2013, c'était les plus beaux opéras du monde. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous m'avez fait une remarque aussi sur l'opéra de Massy l'autre jour quand on a parlé. 2015, c'est le métier de musicien d'orchestre. 2016, les espaces de la musique, architecture des salles de concert et des opéras. 2020, un livre très intéressant, Athéla de la culture, du soft power au hard power, comment la culture prend le pouvoir. Et 2021, le livre dont nous avons parlé, c'est Géopolitique du rail, le train au cœur des enjeux contemporains. Et à part ça, vous aimez évidemment voyager, vous aimez apprendre des langues, la musique et beaucoup d'autres choses. Est-ce que c'est correct? Est-ce qu'il manquait quelque chose s'il avait des choses C'est à dire? parfait. C'est C'est parfait. absolument parfait. Ok, merci. Je vais quand même dire un mot par rapport à Arthur Beaubois-Jude, qui est cartographe et qui a contribué dans ce livre, pour ce livre. Et les cartes sont magnifiques. C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ce livre. Avant de commencer, est-ce que je peux vous demander quelle était votre idée, l'inspiration derrière ce livre, ce projet? Alors, ce livre, en fait, qui est ma deuxième collaboration avec la maison d'édition Autrement. Donc, vous l'avez dit, j'avais commencé à collaborer avec eux au moment de l'Atlas de la culture. C'était ma première collaboration avec eux. J'aime beaucoup cette maison d'édition parce qu'elle est notamment spécialisée dans les atlas. Et j'avais vraiment envie de travailler avec la cartographie, avec l'infographie, ce que j'ai fait donc pour l'Atlas de la culture. J'ai eu envie de remettre cela et donc le faire par rapport au train, pour plusieurs raisons. Alors déjà une raison familiale, j'ai un père qui est passionné par le train et qui m'a transmis cette passion, ça c'est sûr, lecteur pendant des années de La Vie du rail, ce type de choses, voilà, qui était vraiment très investi sur ce terrain-là. Et puis de l'autre côté, moi-même, grand usager du train, euh, que je prenais pour des raisons professionnelles. À la fois, vous l'avez compris, hein, j'ai deux vies professionnelles, celle de musicien, celle de journaliste, ou inversement. Et donc, que ce soit pour les tournées ou pour les reportages, ben, je les fais très souvent en train, donc je connais bien les gares. Et j'avais envie d'en savoir plus et je me rendais compte que les livres sur le train, il y avait beaucoup de beaux livres sur le train. Par exemple, mettant en avant les belles locomotives, ou même des livres assez techniques sur cet aspect-là. Mais par contre, il y avait peu d'ouvrages qui montrait, on va dire, les coulisses, c'est-à-dire les enjeux géopolitiques, économiques, sociétaux que l'on trouve derrière les lignes de chemin de fer. Et donc j'ai eu envie de me lancer dans l'aventure, d'autant plus dans une période qui était un peu celle de, aussi pas loin de la crise sanitaire. Et cette crise sanitaire, elle a montré, elle a remis à l'honneur évidemment l'importance du chemin de fer en rappelant évidemment aussi toute la dimension environnementale qu'il y a derrière et qu'il faut toujours rappeler évidemment par rapport aux aides accordées au transport aérien ou à la route et que le train a besoin évidemment de cet investissement. Donc j'ai eu envie de me lancer dans cette aventure et
Et la chance, vous l'avez dit, c'est que je l'ai fait à deux. C'est évidemment un travail en duo, un binôme avec Arthur Beaubois-Jude, qui est cartographe. Il travaille notamment pour le magazine Géo, il a travaillé pour Jeune Afrique. Et donc, on avait cette passion-là ensemble et on l'a partagée. Vraiment, l'idée, ça a été de construire cette géopolitique du rail, effectivement sous la forme d'un atlas avec différentes entrées, avec à chaque fois un texte et une carte, pour vraiment se plonger à chaque fois dans ces lignes de train. Très bien. Non, mais c'est assez juste parce que quand j'ai parlé de ce livre à mes collègues, et moi je suis dans le domaine ferroviaire depuis 15 ans maintenant, mais même pour moi, j'avais pas fait ce lien entre rail et la géopolitique, et c'est assez évident d'ailleurs. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir et apprendre. Il y a un mot que vous avez utilisé assez souvent dans ce livre que j'ai trouvé, c'était turiféraire. Et cela veut dire aficionado, peut-être un enthousiaste du rail. Donc évidemment, vous êtes turiféraire. Voilà, exactement. Voilà, mais vous avez aussi parlé de Jean Castex qui a écrit Pain jaune des Pyrénées, donc une référence pour la France, on peut dire. Mais aussi Joe Biden qui est Amtrak Joe, voilà, à qui aussi ce titre est attribué. Vous avez parlé un petit peu de la pertinence du rail, donc j'aimerais souligner avant d'avancer que ce qu'on cherche, ce qu'on va ici, c'est une nécessité de rééquilibrer la balance entre le transport maritime et ferroviaire, parce que 80% du commerce mondial est maritime. Et en moyenne, le train est 2 fois plus rapide que le bateau et 2 fois moins cher que l'avion. Et il est fort d'un réseau plus efficace et plus dense. Donc c'est pour la marchandise, mais c'est aussi vrai pour le transport des passagers. Et évidemment, c'est beaucoup moins polluant si nous écartons bien sûr la pollution liée à l'infrastructure et l'aménagement territorial initial que les autres moyens de transport. Donc ça, c'est important. Je vous demanderai quelques réflexions parce que vous avez aussi parlé des aspects historiques, plusieurs, quand on lit ce livre, et ça m'a beaucoup interpellé, fasciné. Vous avez parlé le Bagdad-Bahan qui liait Bagdad à Berlin. Vous avez parlé le train bleu de Tito, le train que Lénine a pris avant la révolution en Russie de 1917, de Zurich à Moscou. Il y avait ce rêve de Cecil Rhodes de relier le Cap au Caire. Donc, il y a ça, ce qui n'est pas dans le livre, mais c'est historique et aussi pertinent pour l'audience indienne, c'est que Gandhi, avant de commencer sa politique en Inde, il était en Afrique du Sud, et d'ailleurs, il était injecté, ou on lui a obligé de sortir d'un train parce qu'il n'était pas dans la bonne classe qui était réservée pour les Indiens ou des Noirs. Et là, voilà, quelque part, c'était un point déclencheur. Un autre sujet personnel, peut-être, c'est aussi lié avec Gandhi. C'est que moi, je viens de l'Inde et je viens du centre du pays où Gandhi a passé les dernières 15 années de sa vie, Wardha. Et c'est une ville qui est au croisement des chemins de fer nord-sud, est-ouest. Et ça aussi a facilité sa politique quelque part. Donc, si vous avez un mot sur ces aspects historiques qui façonnent voilà, les gens. Alors, effectivement, je pense que vous avez dit quelque chose qui est vraiment essentiel, c'est qu'en fait, le train est très lié à des personnes. C'est-à-dire très souvent, c'est une question de tropisme personnel, un tropisme ferroviaire qui va ensuite conduire certaines politiques. Vous avez donné cet exemple de Jean Castex, qui aujourd'hui est le patron de la SNCF et qui, lorsqu'il a été Premier ministre, a permis de redévelopper en France, par exemple, le train de nuit. Or, le même, c'était avec Emmanuel Macron. Or, le même Emmanuel Macron, c'est lui qui, lorsqu'il était dans le gouvernement de François Hollande, avait contribué au fait de stopper l'activité de train de nuit en France. Et donc, il a fallu l'arrivée d'un passionné des chemins de fer comme Jean Castex, et surtout qui a bien conscience de l'enjeu aussi à long terme que représente un investissement sur ce terrain et sa nécessité environnementale, sociétale ou autre. Et donc là, on a pu voir notamment, on l'a vu d'ailleurs, il était dans le Paris-Nice de réouverture du train de nuit. Donc ça, c'est vraiment important de voir ça. Amtrak Joe, c'est la même chose. Joe Biden, grand passionné des trains, qui déjà, lorsqu'il était vice-président
de Barack Obama avait milité pour développer la grande vitesse hein, en ferroviaire aux États-Unis, puis a développé ses corridors ferroviaires lorsqu'il était lui-même président des États-Unis et qu'il avait mis en place tout ce plan des infrastructures. Donc très souvent, c'est des questions individuelles, des destinées individuelles qui font, euh, qui font, qui font le train. Je pense que c'est toujours intéressant de le rappeler qu'il y a cette question un peu d'affinité, de tropisme et qu'on voit aussi historique tous les exemples. Et puis vous avez raison de rappeler tous ces exemples indiens parce que vous le savez mieux que moi. Mais évidemment, l'Inde est un fabuleux pays. Quiconque a voyagé dans ce pays le fait très souvent par le chemin de fer. C'est l'une des meilleures façons d'appréhender aussi toute la culture indienne. Et je ne savais pas l'histoire de Gandhi, mais je la trouve absolument passionnante. En tout cas, ça fait un beau point commun avec vous. Tout à fait. Et il y a aussi un rôle important que le train joue, c'est de relier les gens, les peuples, les idées, de faire des échanges. Mm. Et c'est un rôle absolument important, je trouve. Mais vous avez aussi parlé dans ce livre des aspects de géoéconomique, géostratégique, géopolitique. Donc j'aimerais bien, même si ça peut sembler évident, si vous pouvez souligner les différences ou les interconnexions entre ces termes. En fait, il faut vraiment dire que le train, le chemin de fer, il est à croiser effectivement entre ces différentes problématiques géopolitiques, parce qu'évidemment, il est lui-même au cœur de la guerre entre les puissances. Il suffit de voir le rôle du train dans la guerre en Ukraine. Je pense que ça l'illustre évidemment parfaitement de voir comment le train est utilisé. Effectivement, aujourd'hui, c'est un axe majeur. D'ailleurs, l'un des grands ponts ferroviaires qui relie à la Crimée a été bombardé parce que c'était évidemment un axe ferroviaire majeur et une symbolique majeure très importante. Politique, évidemment, géopolitique, on l'a compris, géoéconomique, directement lié. Le même exemple, la guerre en Ukraine, où la compagnie ferroviaire ukrainienne, c'est le premier employeur du pays, et notamment pour le transport de marchandises, c'est un maillon indispensable de l'économie du pays. Et alors évidemment, quand il est stoppé, cela change beaucoup de choses. Et à cela s'ajoutent les problématiques d'écartement qui ne sont pas les mêmes entre l'Europe et l'Ukraine ou les différents pays qui était dans le giron soviétique. Et donc on a ainsi de suite, on voit vraiment comment ces différentes problématiques se mêlent pour faire vraiment du train aujourd'hui un axe central qui en fait condense énormément de problématiques mondiales. Donc même avec des aspects régionaux, on se retrouve avec des problématiques mondiales. Il suffit de voir, très souvent, vous allez voir un investissement chinois fait dans le cadre des nouvelles routes de la soie et ainsi de suite. Et vous allez comprendre comment en fait une ligne de train apparemment anecdotique, en fait, dit quelque chose de l'état du monde. Oui, merci. Donc dans ce livre, vous avez parlé de 25 lignes de train, les activités qui sont actives ou en projet, et dans des zones de tension, qu'ils soient armées, commerciales ou migratoires. Et ces lignes sont dans les 5 continents. Dans chaque continent, vous avez choisi des lignes. Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va discuter peut-être, prendre quelques exemples, quelques lignes de ces continents et on va en discuter. Mais avant cela, j'aimerais aussi parler un perspective technique, c'est que quand on parle de domaine ferroviaire, c'est pas uniquement les trains ou matériaux roulants, il y a la signalisation, mais il y a aussi l'infrastructure, il y a aussi l'exploitation, il y a aussi la maintenance. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'aspects qui travaillent ensemble. Non, juste à Douban, vous le disiez avant, effectivement, il faut redire toujours que l'infrastructure, elle est essentielle. En fait, quand vous avez un problème de train, la plupart du temps, prenez l'exemple de l'Allemagne aujourd'hui, qui est vraiment, il y a un chaos ferroviaire dingue. C'est vraiment un pays qui ne fonctionne pas bien. C'est presque la moitié des trains qui n'arrivent pas à l'heure dans les relations grandes lignes. 80% des retards sont dus à des problèmes d'infrastructure. C'est-à-dire que si on n'investit pas dans l'infrastructure, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est là où le train suppose un investissement public vraiment important et que l'infrastructure est essentielle. Et vous avez raison de le dire, très souvent on pense aux belles locomotives, aux beaux convois, aux rames, les plus modernes. Et en fait, peut-être le maillon essentiel, c'est les rails même. Bien sûr. Et le Et ballast.
Oui, et l'exemple de l'Allemagne est important parce que l'Allemagne a eu au moins 30-40 ans de retard de l'investissement. Donc, ils sont en train de rattraper et c'est ça qui entame aussi les arrêts des lignes. Et c'est pour ça le taux de ponctualité Mm. des trains de l'Allemagne l'année dernière, c'était que 62% apparemment. Mm. Maintenant, je vous propose on va entamer les différents continents. Donc, premier continent, pour moi, c'est l'Europe. Et je vais juste lire les lignes que vous avez traitées. Et là, on va choisir que deux lignes, deux projets. Donc, il y a Rail Baltica, intégration des pays baltes dans le réseau européen. Il y a l'Eurostar face au Brexit. L'Autriche, hub européen des trains de nuit. Le train au cœur des guerres balkaniques. Lyon-Turin, un périlleux mariage à toi. Suisse, un modèle ferroviaire. France, Railcoop, la coopérative ferroviaire, même si ce projet est arrêté. Et la Russie, dont vous avez parlé, l'annexation de la Crimée par le train. Donc, ce sont les projets. Et moi, je m'intéresse vraiment à ce projet Rail Baltica que je trouve passionnant. Je vais lire quelques idées clés de ce projet depuis votre livre et ensuite je vous inviterai à développer, commenter. Donc, Rail Baltica, c'est l'intégration des pays baltes dans le réseau européen. C'est une ligne de plus de 870 km qui va lier la Pologne à Finlande à travers les pays baltes, donc Estonie, Lettonie et la Lituanie. C'est pour réduire leur dépendance à la Russie. En Russie, en revanche, il y a des doutes par rapport à ce projet parce qu'ils pensent que même si ce projet est dédié au transport de passagers et de fret, mais ils pensent que l'objectif, le vrai objectif, c'est de permettre le déplacement de matériel militaire et de troupes au sein des pays membres de l'OTAN, donc la géopolitique qui est là. En revanche, le projet a été lancé ou la première discussion a été lancée en 1994, donc c'était même avant même l'intégration de ces pays 10 ans plus tard au sein de l'Union européenne, pour aussi creuser si l'OTAN était aussi impliqué dans cette discussion ou pas, ou derrière. En 2014, il y avait un joint venture entre ces trois pays baltes. En 2015, il y avait aussi une faisabilité du tunnel Tallinn-Helsinki. Donc, à savoir qu'il y a un tunnel aussi de presque 80 km qui est prévu sous la mer entre ces deux villes, Helsinki et Tallinn. Le prix est gigantesque. Rien que pour ce tunnel, le prix est 20 milliards d'euros. Et le livre est sorti en 2021, donc ce sont les prix de l'époque. Aujourd'hui, il faut voir quel est son prix. Et il est environ de 85 km et c'est le plus long tunnel, comme je vous ai dit, du monde. La Cour des comptes Europe avait jugé que le projet n'était pas viable. L'inauguration de ce projet était censée cette année, 2026, mais finalement, ça ne semble pas avant 2030. L'écartement dont vous avez parlé, dans ces pays, l'écartement des rails, c'est 1520 mm, comme en Russie. Et dans le reste de l'Europe, c'est 1435. Donc, cette nouvelle ligne, c'est là de cet écartement de standard européen. Apparemment, l'Union européenne a beaucoup investi dans ce projet, mais il manque toujours l'argent. Donc, c'est la Chine qui vient investir. Donc, toute cette géopolitique qui est là. Donc, voilà, ce sont les points clés pour moi. Je vous invite maintenant pour commenter. Non, effectivement, Rail Baltica, il faut vraiment l'imaginer, c'est un front anti-Poutine. Ferroviaire qui est en train d'être réalisé. Alors là, pour le coup, le projet a longtemps été discuté, débattu, mais là, le chantier est bel et bien lancé depuis octobre, hein. Les rails commencent à être posés, il y a des infrastructures qui sont construites, des terminaux et ainsi de suite, des rénovations de gares pour pouvoir notamment doubler les quais, accueillir euh, toute cette nouvelle ligne. Puisque vous l'avez dit, tout l'enjeu, c'est évidemment d'avoir une ligne à écartement européen pour pouvoir relier les trois pays baltes, hein, Estonie, Lettonie, Lituanie, au reste de l'Union européenne. Aujourd'hui, ces pays, par leur écartement, sont reliés à la Russie. Et bien sûr, face à la menace russe, et d'autant plus depuis la guerre en Ukraine, les trois pays baltes veulent pouvoir se rapprocher du reste de l'Union européenne pour le transport des passagers, bien évidemment, des marchandises, parce qu'on est vraiment dans un axe au cœur entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Donc, en logistique, c'est évidemment très important. Il y a notamment un terminal intermodal à Kaunas, qui est une infrastructure très importante en la matière, mais aussi pour le transport de militaires. Et d'ailleurs, et c'est affirmé en tant que tel, hein, l'OTAN est partie prenante de ce projet.
à tel point que, par exemple, les quais des gares sont pensés pour pouvoir accueillir les convois militaires. Donc, l'aménagement se fait avec l'OTAN. Le financement, c'est une grande partie, évidemment, apportée par l'Union européenne, également par les différents pays. Ils ont donc créé, il y a une structure qui a été créée qui réunit les trois pays. Le siège est à Riga, en Lettonie. Et donc là, maintenant, cette traversée des pays baltes, elle est bel et bien lancée. Le chantier bat son plein. L'ouverture de la ligne est prévue en 2030. La seule interrogation, et là, elle reste importante, c'est pour le tunnel, qui était et qui est un projet absolument incroyable. Ce serait le plus long tunnel sous-marin au monde, et qui devait faire partie des nouvelles routes de la soie chinoise. Alors évidemment, la guerre en Ukraine a un peu changé la donne. Compliqué pour la Chine de Xi Jinping de s'allier directement avec les pays baltes, d'autant plus aussi que certains pays baltes reconnaissent Taïwan. Donc ce projet qui est aussi porté par un entrepreneur estonien, pour l'instant est en interrogation. Mais en tout cas, ce serait une suite logique, effectivement, de pouvoir relier Rail Baltica à la Finlande par ce biais. Il n'empêche que même sans le tunnel sous-marin, ce projet reste impressionnant. Et vous l'avez dit, le coût a vraiment est beaucoup plus important. On doit être autour de 25, aujourd'hui 25 milliards. Et donc, effectivement, parce que c'est un vrai défi d'ingénierie avec aussi ces oppositions des communautés russophones qui voient ce projet comme un projet purement atlantiste et opposition aussi de certains activistes sur l'environnement écologiste, parce qu'effectivement, cette ligne passe par de nombreuses zones naturelles. Vous voyez, donc c'est un projet qui fait débat et qui concentre à lui seul beaucoup d'enjeux qu'on évoquait en introduction. Bien sûr, il y a de tout pour moi dans ce projet. Mhm. Et d'ailleurs, il y a pas mal des entreprises françaises comme Alstom, Mhm. Sistra, Eiffage. Mhm. voilà, sont intéressées. Ouais, ouais, ils sont vraiment dans le chantier, hein, ça c'est clair. Oui, très bien. Super. Bon, maintenant, on va passer à notre deuxième projet. Ça, c'est les trains de nuit, dont vous avez déjà évoqué un peu. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose de très fascinant. Nous avons déjà parlé un petit peu le cas de ce qui s'est passé en France. Donc, vous dites qu'en 2000, l'année 2000 en France, il y avait 67 dessertes de trains de nuit en France. Et en 2020, il ne restait que deux. Et c'est faussement, c'est en 2016 que c'était arrêté, la décision a été prise pour, par la loi Macron, on peut dire, pour promouvoir quelque part les cars Mhm. Macron. Ouais. Mais ce n'est pas uniquement en France. Apparemment, ça s'est passé comme ça un petit peu partout en Europe, y compris en Allemagne, qui a aussi arrêté ses trains nocturnes de la même année. Et il avait la processus de privatisation aussi. Mais il y avait un pays, et c'est l'Autriche, qui a décidé de faire autrement. L'Autriche, sa géographie est étalée de l'ouest à l'est, qui facilite quelque part aussi ce format de train de nuit. Sa situation géographique est au cœur même de l'Europe. Donc, elle a décidé de miser sur ça. Et tous les ans, depuis 2016, l'Autriche ouvre une nouvelle ligne supplémentaire de train de nuit. Par exemple, il y avait Vienne-Berlin, Salzbourg-Venise, Hambourg-Zurich. Et les dessertes sont internationales, avec comme hub, c'est Vienne. Mhm. Donc, depuis, les voyages sont doublés et l'activité de train de nuit génère profit depuis 2019. Voilà. Les passagers profitent ou privilégient ce moyen parce que c'est écologique, mais aussi pratique, économique, et puis ça fait économiser une nuit d'hôtel. Comment OBB a procédé ici, c'est qu'elle a acheté le matériel de la Deutsche Bahn. Il l'a rénové au début, mais ensuite, il a passé une commande. Cette entreprise a passé une commande de 250 millions d'euros chez Siemens pour acheter des nouvelles rames. C'est effectivement un pari quand même réussi qu'a fait l'Autriche, qui au moment où tous les autres pays se disent qu'ils arrêtent le train de nuit, eux, l'Autriche se dit non, on va miser dessus et on va faire de l'Autriche un point central en Europe pour ses dessertes nocturnes. Alors bien sûr, c'est compliqué le train de nuit. Ça coûte cher, évidemment, de faire rouler des trains la nuit pour des questions de personnel, les passages frontières rend les choses assez complexe dans les dessertes internationales. Vous mettez moins de gens
évidemment à bord de train de nuit que dans un train de jour. Et puis surtout, un train de jour, vous pouvez le faire rouler sans arrêt, faire plein de dessertes. Un train de nuit, évidemment, il va être utilisé une fois, il va attendre pour repartir la nuit d'après. Donc il y a vraiment plein de raisons qui font qu'économiquement, c'est complexe. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, on voit de réels succès là-dessus. Alors pourquoi on voit des succès? Parce qu'il y a une vraie attente très clairement des clients là-dessus. Les voyageurs et les voyageuses veulent prendre le train de nuit pour plein de raisons différentes. Quand vous montez à bord d'un train de nuit, vous allez avoir aussi bien des jeunes qui veulent le faire pour des raisons un peu économiques, parce qu'effectivement, ça permet d'éviter une nuit d'hôtel, pour des raisons écologiques, bien sûr, c'est évidemment bien meilleur que de prendre l'avion. Vous avez des personnes âgées qui veulent éviter d'aller dans les aéroports, passer des heures à des contrôles de sécurité. Vous allez avoir énormément de profils de gens très différents dans les trains de nuit. Et en tout cas, ils sont remplis. Vous voyez, leur taux d'occupation et montre vraiment qu'il y a, il y a une demande très très forte là-dessus. Alors oui, ça suppose des moyens. Quelle honte que la France n'ait pas remis un peu d'argent pour permettre à ce que le Paris-Vienne puisse continuer, parce que c'est beaucoup de partenariats. Et ÖBB disait que le Paris-Vienne, eux, ils le faisaient seulement si évidemment ce partenariat se poursuit avec la France, qui n'a pas voulu continuer là-dessus. Et le Paris-Berlin non plus, mais par contre a été repris par une coopérative. Et ça, un petit mot sur cette coopérative, parce que on parle beaucoup de bébés côté public, mais il y a un acteur privé qui s'en sort avec le train de nuit, et ça, c'est quand même une gageure quand on voit tous les frais investir. C'est European Sleeper, qui est une coopérative néerlandaise et qui, elle, a notamment lancé un Bruxelles-Amsterdam-Prague, par exemple, qui reprend le Paris-Berlin et qui, notamment, eux, leur modèle économique fonctionne parce qu'ils sont sur de la location de matériel et non pas de l'achat. C'est un autre modèle économique parce que d'autres acteurs se sont cassés les dents. Midnight Trains, notamment cette start-up qui voulait faire des trains de nuit un peu luxueux, n'y est pas arrivé. Donc, c'est un modèle économique compliqué, mais aujourd'hui, il y a une vraie demande et la preuve avec European Sleeper côté privé ou EBB côté public que ça peut fonctionner. Très bien, super. On a parlé un petit peu de l'Inde et j'aimerais aussi dire que en Inde, je ne sais pas si vous le savez ou non, mais tous les trains sont les trains de nuit. Parce qu'il n'y a pas des trains dédiés. Il y en a certains qui n'ont pas de couchette, mais pratiquement tous les trains, 90% peut-être, des trains ont des couchettes parce que les distances sont énormes et les trains roulent moins vite. Donc voilà, ça fait facilement un trajet de 7 heures, 8 heures, même si la distance n'est pas énorme. Et c'est pour ça que je me disais parfois, en France, même sous ce tronçon Paris-Lyon, le TGV roule tellement vite, mais la nuit, si on roulait moins vite, on peut faire un train de nuit Bien facile. sûr. Bien sûr, exactement. En tout cas, je pense qu'il y a une véritable demande. Et puis moi, je suis un grand amoureux du train de nuit. Donc j'ai fait beaucoup de ces lignes et j'invite les internautes qui nous écoutent à en faire de même parce que c'est une aventure toujours incroyable. De rencontre aussi des Bien gens sûr, qui vont prendre ce mode de transport et c'est l'une des meilleures manières d'appréhender un pays bien mieux qu'un duty-free d'une zone d'aéroport. tout à fait. Bon, on a parlé de l'Inde, on va aller vers l'Inde maintenant. C'est l'Asie, mais dans ce continent, vous avez pris l'exemple de Samjhota Express, donc le train de l'amitié au cœur du conflit indo-pakistanais, les nouvelles routes ferroviaires de la SWAB, BRI, Belt and Road Initiative, Chine-Japon, la guerre du TGV, Beijing-Lhasa, la politique assimilatrice de la Chine passe par le rail, Corée du Nord, la dictature du rail. Bon, avant de parler de l'exemple de l'Inde, j'aimerais aussi faire référence à cette histoire entre l'Inde et le Pakistan. Donc, comme vous le savez, en 1947, ces deux pays se sont séparés. Et cette séparation était assez sanglante, assez douloureuse. Il y avait plus de 14 millions de déplacés, entre 3 et 5 millions de morts. Mais bon, ce sont les chiffres, ce sont les estimations. À faire attention, mais quand même, c'est dans ces échelles. Et souvent, il y a des trains remplis des gens assassinés, tués, qui sont arrivés aux destinations dans les deux directions. Et d'ailleurs, il y a un livre, un roman, Train to Pakistan par Khushwant Singh, qui raconte cette époque. Mais pour parler de Samjhota, le mot Samjhota
en hindi, cela veut dire un contrat ou un compromis, quelque part. Donc ça, c'est le Samjhauta entre les deux pays. Ce train relie Delhi à Lahore. Et puis bien sûr, il y a la tension géopolitique entre les deux pays. Il y a, depuis 2019, il y avait la perte de l'autonomie de Cachemire et sa mise sous tutelle par New Delhi. Depuis, cette ligne est en suspension et arrêtée. En revanche, cette ligne était lancée en 1976. C'était à l'issue de l'accord de Shimla, qui avait marqué la fin de la guerre indo-pakistanaise de 1971, liée à la libération du Bangladesh. C'est un tronçon de 50 km seulement. Au début, le service est quotidien. Et en plus, sa fréquence était réduite à partir de 1994 à bi-hebdomadaire, donc 2 fois par semaine. Et puis, le train, au début, était jusqu'à Amritsar, mais après, il y a une liaison entre Amritsar et New Delhi qui était aussi rapidement créée. C'est une coopération entre les chemins de fer pakistanais et Indian Railways. Et les locomotives et les wagons des deux compagnies alternent tous les 6 mois sur la ligne. Et d'ailleurs, depuis que ce service est arrêté en 2019, l'Inde fait la pression sur le Pakistan pour que le Pakistan rende les locomotives et les wagons indiens. Voilà, stoppés l'autre côté en Pakistan. Et grâce à vous, j'ai appris une autre chose, c'est que non seulement ce liaison, mais depuis 2006 jusqu'à 2019, on avait aussi un autre lien, Jodhpur-Karachi. C'est le Mm. Thar Express, Thar étant le désert dans le Rajasthan. Donc ça, c'est chouette parce que vous savez, puisqu'il y a les tensions entre le Pakistan et l'Inde, l'information ne circule pas facilement. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas entre Mm. nous, ce qui est dommage. Et c'est grâce à vous, grâce à ce livre, que j'ai Mm. appris l'existence de cette ligne. Mais effectivement, là, on a l'illustration ce que vous disiez en introduction, c'est que le train peut relier les gens, peut relier des idéaux, peut relier voilà, des valeurs. Et cette idée que quand justement, évidemment, vous avez une tension entre deux États, entre des ethnies, entre des religions, pour plein de raisons, le train peut être vraiment là comme un cordon pour rapprocher au maximum. Mais c'est pour ça que, en parlant de l'Inde, parce qu'évidemment, l'Inde est un pays du train, et je l'ai dit, évidemment, il y a énormément de lignes qu'empruntent notamment beaucoup de touristes, et on sait que l'Inde attire beaucoup de touristes français. Mais j'avais envie de sortir des zones touristiques et de montrer évidemment cette dimension géopolitique directe entre l'Inde et le Pakistan, en sachant qu'évidemment, avec la politique nationaliste menée par Modi, évidemment, ces tensions allaient plutôt en s'exacerbant et en voyant aussi évidemment la situation plus que tendue au Pakistan. Donc évidemment, on était dans quelque chose où malheureusement, ces lignes-là, pour l'instant, on en parle au passé. Alors il faut évidemment espérer qu'elles puissent à nouveau fonctionner et que les convois puissent à nouveau passer parce que le train fait vraiment directement écho aux turbulences du monde. Donc c'est sûr que quand il fonctionnera à nouveau, ce passage frontière sera hautement symbolique. Donc là, on a directement, évidemment, cette illustration le rail comme chambre d'écho des tensions du monde. Maintenant, évidemment, espérons que ces lignes puissent un jour réouvrir. Oui, mais d'abord, on va peut-être maintenant aller visiter le voisin Chine de l'Inde, qui s'étale son réseau ou son ambition vers le monde, donc sur le monde, quelque part. Donc ça, c'est le projet de Belt and Road Initiative. C'est un énorme projet qui va toucher 2 tiers de la population mondiale. Et c'est un projet avec un coût énorme de plus de 8 000 milliards de dollars. Et ce projet veut relier, connecter la Chine avec l'Asie centrale, l'Europe, mais aussi l'Afrique et l'Amérique. Évidemment, il y a plusieurs lignes et la Chine ne vise pas sur une seule ligne. Il souhaite avoir plusieurs possibilités pour ne pas dépendre sur un seul pays comme la Russie, par exemple. Surtout pour les liaisons vers l'Europe, il y a la marchandise qui vient de la Chine vers l'Europe
mais aussi dans l'autre sens, les produits laitiers ou le vin français ou d'autres qui partent, mais c'est beaucoup moins. C'est plutôt dans le sens de Chine vers l'Europe. Et grâce à ça, la Chine est devenue le premier partenaire avec l'Union européenne. Et ce que vous dites est complètement juste. Et il faut vraiment bien mesurer l'évolution de la Chine sur le plan ferroviaire. Parce que cette évolution, elle a été spectaculaire. Il faut s'imaginer à différents niveaux. Déjà, évidemment, sur le plan intérieur, quand on voit son réseau à grande vitesse, l'évolution qu'il a connue est absolument incroyable. Au début, ils en étaient à demander un peu des conseils à Alstom et ainsi de suite pour lancer la grande vitesse. Et aujourd'hui, eh ben, on voit bien que leur constructeur est leader. Et évidemment, on le voit à différentes manières combien la Chine vraiment joue sur le rail. Donc elle le joue au niveau intérieur en développant son réseau à grande vitesse, notamment pour faire face au fait que tout simplement les couloirs aériens sont saturés en Chine. Donc il faut bien déplacer sa population, hein, comme vous le savez. Alors l'Inde, maintenant, je crois, est le pays le plus peuplé au monde, hein, si je ne me trompe pas. Oui. Euh, mais la Chine n'est pas loin. Et donc, face à cette population, il faut l'aider à se déplacer, l'essor des classes moyennes. Tout ça fait que le train se développe. Mais il y a un autre but. Il y a un but aussi, évidemment, politique, de mainmise, notamment sur les minorités. Je pense notamment à la minorité ouïghour, aussi à la minorité tibétaine, et cette mainmise de l'ethnie majoritaire, les Han, cette ethnie majoritaire en Chine, elle s'est faite aussi par le rail. Quand la Chine se lance dans ce projet complètement dingue en termes d'ingénierie, de lancer cette ligne jusqu'à Lhasa, eh ben, c'est évidemment un but de mainmise, de pouvoir tout simplement faire que les Han puissent aller plus facilement au Tibet et que tout simplement cette ethnie devienne une minorité de moins en moins importante. Pareil pour les Ouïghours. Et enfin, le troisième volet de la Chine dans son investissement ferroviaire, dans sa politique ferroviaire, c'est cette idée de partir à la conquête du monde en développant les échanges commerciaux et donc à travers ces nouvelles routes de la soie, ou bien Belt and Road Initiative, suivant le nom qu'on veut lui donner. En tout cas, cette idée, elle est vraiment essentielle pour comprendre aujourd'hui où va la Chine. C'est un projet qui a été lancé par Xi Jinping, qui a pu connaître, du fait notamment de certains moments de crise économique en Chine, des hauts et des bas, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, la Chine a construit ces couloirs, alors maritimes aussi, hein, ça passe beaucoup par le transport maritime, mais ferroviaire, le train occupe une place importante. Et on le voit dans la carte que vous montrez à Nuband, extraite du livre. Donc toutes ces cartes hein, sont réalisées par Arthur Beaubois-Jude. Et dans cette carte, on voit très bien comment la Chine se connecte à l'Europe de différentes manières pour éviter d'être trop dépendante d'un pays. Elle a mis en place effectivement ces différents corridors. Et la situation est, il faut voir les trains chinois qui arrivent dans les gares de fret en Europe, à Dortmund ou ailleurs, remplis. Et quand ils repartent, je peux vous dire qu'ils repartent pas avec beaucoup de choses d'Europe. On voit vraiment la balance commerciale, elle est très claire. Et quand ce train repart, il va y avoir quelques bouteilles de Bordeaux à l'intérieur, quelques petits produits, mais rien à voir par rapport à tous les produits électroniques et autres envoyés par la Chine par ce biais. Et on va le retrouver, ces nouvelles routes de la soie, elles vont dans le monde entier jusqu'à ce que même la Chine ait financé un projet de liaison ferroviaire à travers l'Amérique du Sud pour faire un train bi-océanique du Pacifique à l'Atlantique, parce qu'elle voulait avoir accès plus facilement aux richesses de l'Amérique du Sud, notamment au soja, par exemple, mais aussi à l'acier, à différentes richesses qui lui permettait évidemment après de pouvoir créer des couloirs ferroviaires puis maritimes et pouvoir ainsi se développer sur le plan commercial. Donc on voit bien que la politique ferroviaire de la Chine, elle se fait à différents niveaux, à des niveaux géopolitiques, à des niveaux économiques, à des niveaux vraiment d'ethnie. Il y a vraiment différentes lectures de son investissement ferroviaire. Merci Antoine. Vous avez parlé de Lhasa. Donc on n'a pas beaucoup de temps, mais je suis quand même tenté de présenter cette ligne. Mais là, je ne vais pas beaucoup présenter ce que j'ai vraiment apprécié ici et j'ai noté, c'est qu'il y a des tronçons qui vont jusqu'à plus de 5000 mètres d'altitude et que les gens prennent ce train pour aller de Beijing à Lhasa. Au lieu de prendre l'avion, ils préfèrent aussi de prendre le train pour progressivement s'habituer
avec l'altitude. Il y a même l'oxygène pour chaque passager dans le train. Il y a un médecin. Donc, il y a quelques jours à Paris, il a neigé et tout le réseau francilien a été impacté. Et là, il me semble que depuis 2014-2015, cette ligne existe, peut-être la plus haute du monde. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est impressionnant. Donc, si vous avez quelques mots Mhm. sur cette ligne. Et dire aussi que le projet maintenant est de finir voilà, jusqu'au Népal et jusqu'à Katmandou. Et que là, il y a aussi une sorte de guerre ferroviaire que se joue l'Inde et la Chine à travers l'Himalaya. Et que l'Inde ne veut pas laisser la Chine aller dominer tous les pays de la région himalayenne. Donc vous voyez là aussi de nouveau ces enjeux géopolitiques. Alors, c'est une ligne de train qui n'est malheureusement pas prise, mais je pense que partir de Beijing pour aller jusqu'à Lhasa doit être une expérience assez saisissante. Oui, vous n'avez pas pris peut-être parce que vous avez écrit dans le livre que l'accès aux journalistes est interdit. Alors, Voilà, exactement. ok, bon, on va vite fait aussi visiter cette concurrence de TGV entre la Chine et le Japon. Parce que mine de rien, maintenant, la Chine a plus de 45 000 kilomètres du réseau de TGV, donc c'est le plus grand. La France a moins de 3 000, il me semble. Donc plus de 80% de ce réseau mondial ferroviaire maintenant est à la Chine. Et la Chine, comme le Japon, qui est un autre géant, on peut dire aussi dans ce domaine, veut exporter sa solution. Et il y a deux marchés qui l'ont, chacun au moins, qui ont réussi à conquérir. Le Japon, c'est l'Inde, entre Ahmedabad et Mumbai. Le projet n'est pas encore réalisé, il y a beaucoup d'années de retard. Et l'autre, c'est Taïwan, qui, voilà, qui est quelque part l'ennemi de Chine. Et puis la Chine qui a réussi les projets en Thaïlande et en Indonésie. Donc si vous avez un mot sur cette concurrence entre ces deux géants asiatiques. Oui, parce que le Japon, c'est l'acteur historique, évidemment. Les Shinkansen, ce développement historique, un modèle vraiment à part au Japon, où aussi c'est des compagnies privées dont le modèle économique repose beaucoup sur les gares et les infrastructures liées aux gares. Les gares sont des villes presque au Japon, avec des hôtels, des bureaux, des commerces et ainsi de suite. Et c'est ça notamment qui rapporte beaucoup d'argent aux compagnies de train et qui leur permettent d'exploiter leur convoi. De l'autre côté, évidemment, la Chine, acteur plus récent, mais qui a grandi très rapidement. Alors au début, on disait oui, mais la Chine, c'est un peu le low cost du TGV, les trains, on peut avoir des problèmes de sécurité. Il y a eu effectivement notamment un accident important en grande vitesse. Mais depuis aujourd'hui, c'est plus le cas. Et effectivement, la concurrence se fait aussi technologiquement. On les voit sur ces trains où les plus grandes vitesses possibles, les trains électromagnétiques, ainsi de suite. Donc il y a une vraie concurrence technologique. Mais c'est sûr que la Chine aujourd'hui prend une part de plus en plus considérable sur le marché. Seulement, voilà, comme vous l'avez noté, Anuband, ce sont les pays où il y a des différends, notamment comme Taïwan, évidemment, qui ne va pas confier à la Chine la réalisation de sa ligne à grande vitesse. Donc le Japon peut compter là-dessus sur les ennemis de Pékin. Parfait. On va maintenant changer de continent. On va aller en Amérique. Et là, je vais juste citer les lignes que vous avez traitées dans ce continent. C'est Amérique du Nord, un réseau transfrontalier Canada, le train des Premières Nations. États-Unis, le réseau à grande vitesse relancé par Joe Biden. Amérique centrale, la Bestia, le train des migrants, le train de la mort. Amérique latine, le corridor bi-océanique à l'épreuve des turbulences géopolitiques. Et moi, ce que j'aimerais parler ici, c'est la ligne de Canada, au Canada, des Premières Nations. Et ça, il y a aussi un aspect un petit peu historique là. Donc, cette ligne relie les sept îles. Donc, on va ici dans cette zone, il y a les sept îles. Ça relie la zone de Shefferville, une autre ville. Et cela appartient maintenant, cette ligne appartient à la première compagnie Tishuitin, c'est difficile à prononcer. Mm. C'est une compagnie de chemin de fer détenue par les autochtones. Sa modernisation doit améliorer l'accès aux communautés, mais aussi le transport des minéraux. Donc cette zone est remplie de minéraux ici. Mais avant cela, il faut un peu visiter l'histoire. C'est que la situation des populations autochtones au Canada, c'est un sujet assez sensible politiquement.
il y avait, dans les années 2019 ou autour de ces années, il y avait une découverte de plusieurs centaines de corps d'enfants près de pensionnats pour Mm. autochtones qui ont été en fonction dans le pays entre 1880 et 1996. Et ça, c'est une preuve de racisme, de la discrimination et de l'injustice systémique. Ce sont les propos de mots de Premier ministre canadien Justin Trudeau. Et le Canada doit tirer les leçons du passé. Et c'est dans cette démarche de la reconnaissance du génocide et ce thème qui est défendu par la commission d'enquête que le Canada veut agir et ils veulent améliorer les conditions de vie de ces communautés. Il y a aussi un aspect indien là-bas, c'est que il y a l'activité minière connaît à nouveau un bond dans cette région puisque le prix de fer est augmenté dernièrement et le géant indien Tata Steel aussi s'intéresse. En fait, les lignes de train, elles racontent à la fois le pire et le meilleur de l'humanité. Le pire parce que très souvent, ces lignes de train, elles ont été construites dans les pires conditions. Il faut le rappeler parce que beaucoup des lignes dont on parle, qui sont anciennes, qui ont été construites au 19e siècle, ensuite rénovées et ainsi de suite. Mais très souvent, leur construction, c'est au 19e siècle, à l'époque coloniale. Et très souvent, dans un grand nombre de cas, on va le retrouver en Afrique subsaharienne, en Asie et ainsi de suite, ces lignes ont été construites dans les pires conditions, c'est-à-dire une exploitation des populations locales et avec un nombre de morts ahurissant, parce que évidemment, la construction de ces lignes très souvent constituent vraiment des prouesses d'ingénierie et les travaux étaient faits sans les conditions de sécurité minimum et donc avec au final des bilans terrifiants. Donc quand on est aussi sur ces lignes de train, il faut penser à celles et ceux qui ont perdu la vie en construisant ces lignes. Et aujourd'hui, bah, quel plus beau symbole de voir qu'au Canada, eh ben, une ligne aujourd'hui pour aller dans ces territoires, pour certains un peu hostiles évidemment par rapport à au paysage, aux conditions météorologiques, donc qui peuvent être aussi assez compliquées à exploiter. Eh ben, ces lignes sont désormais euh, gérées par les communautés autochtones qui ont été tellement mises à l'écart au Canada. Aujourd'hui, heureusement, le pays, maintenant, ça fait quelques années, notamment Justin Trudeau, quand il était au pouvoir, avait lancé ça, amorcé ça, en parlant déjà de génocide culturel à l'encontre des Premières Nations, à défaut d'utiliser le mot carrément de génocide qui aurait impliqué d'autres impacts juridiques. Euh, mais en tout cas, dans ce contexte de reconnaissance du génocide culturel, il y a aujourd'hui dans la population du Canada vraiment une volonté d'essayer au mieux d'accompagner ces communautés autochtones qui ont tellement souffert. Et donc de voir cette réappropriation de cette ligne avec ce contexte-là, évidemment économique aussi très important, c'est quelque chose qui réjouit et qui montre que voilà, tout n'est pas forcément écrit d'avance et permet effectivement de voir avec le chemin de fer un meilleur aspect des choses. Merci. On va ensuite aller maintenant aux États-Unis. Et là, le train, c'est pas comme en Europe, ou en tout cas pas pour les passagers, mais en revanche, le réseau ferroviaire pour le fret, pour la marchandise, est assez développé. Et là, dans ce projet, vous parlez Amérique du Nord, un réseau transfrontalier. C'est entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Et ça traverse les États-Unis, ce projet. Et il y avait un traité de libre-échange qui était signé en 2020 entre ces pays. Et c'est la compagnie Canadian Pacific qui a acheté en 2021 une compagnie américaine Kansas City Southern et qui avait développé cet axe crucial entre les États-Unis et le Mexique. Donc, à savoir aussi, ça se passe dans un pays où Amtrak, qui est l'entreprise publique, qui gère le trafic pour les passagers, mais le reste est privé. Et du coup, les autres compagnies aux États-Unis n'étaient pas très rassurées par cette ligne transnationale. Un projet qui facilitera aussi à l'industrie automobile qui se trouve dans cette zone. Si vous avez quelques mots. Oui, parce que c'est tout le paradoxe. C'est-à-dire que les États-Unis sont très mauvais sur le transport de passagers par rail. Euh, et pourtant, historiquement, c'est un pays
qui avait été pionnier en matière ferroviaire, parce que la conquête des États-Unis, notamment la conquête de l'Ouest, elle s'est faite par le chemin de fer, notamment avec énormément de compagnies. D'ailleurs, chaque compagnie avait son propre écartement, c'était très complexe et ça n'a pas aidé notamment à la réunion du pays. Mais il n'empêche que cette conquête, elle s'est faite par le train. Et donc, il y avait un réseau extrêmement dense. Mais malheureusement, comme les États-Unis ont ensuite accompagné le développement de la voiture ou l'aérien, le train au niveau passager a été complètement mis à l'écart avec très peu d'investissement public, une fois de plus. Alors, le train est un domaine régalien. Et donc, la compagnie nationale, Amtrak, survivait et survit tant bien que mal. Il a fallu effectivement, on en parlait au tout début de notre échange, l'arrivée de Joe Biden, tout d'abord comme vice-président de Barack Obama, puis carrément à la Maison-Blanche, pour relancer un plan d'infrastructure pour permettre à Amtrak de nouveau de se relancer. Mais on est évidemment très très loin, même s'il y avait un engagement avec Pete Buttigieg notamment, qui était une personnalité démocrate très importante et qui a été ministre des Transports. Mais il y avait aussi cette idée géopolitique d'ailleurs de relancer la politique ferroviaire des États-Unis par rapport à la Chine, en voyant évidemment comment la Chine se développait sur ce terrain. Mais pas facile de rattraper un tel retard, ça c'est sûr. Et, euh, et tous les projets prennent en temps, notamment un projet de TGV en Californie. Par contre, ce que vous voyez, ce qu'on voit avec cette carte, c'est que le trafic, lui, de fret fonctionne très très bien. Pour différentes raisons, évidemment, c'est un territoire qui se prête au fret. Sans doute plus facile à gérer qu'en Europe, où le trafic de marchandises connaît beaucoup de difficultés, avec quelques exceptions, notamment la Suisse ou d'autres qui ont réussi à trouver des modèles. Mais là, on voit effectivement que pour les distances, eh ben, quel intérêt de pouvoir lancer ces énormes convois, il faut les voir à traverser les États-Unis, avec donc ces énormes compagnies, ces fusions dont vous avez parlé, qui font ce maillage-là où il faut aussi penser les États-Unis comme un maillon entre le Canada et le Mexique d'un point de vue économique. Et évidemment, il faut aussi avoir cette pensée un peu plus large d'un point de vue géographique pour comprendre vraiment cette implantation du fret ferroviaire nord-américain, en tout cas qui, lui, pour le coup, peut être un modèle pour l'Europe. Oui. Mais est-ce que sous Trump, vous savez s'il y a un changement de politique maintenant ou de direction ou pas? Alors, ce qui est sûr, c'est que Trump, je ne crois pas que Trump est un grand tropisme ferroviaire. Et surtout, contrairement à Joe Biden, il veut mettre très très peu d'argent public pour développer ce type d'infrastructure. Et c'est là, évidemment, tout l'enjeu. Et donc, comme effectivement, ce n'est pas le cas, je pense que malheureusement pour le transport de passagers, ça aurait été une parenthèse avec Joe Biden d'un petit essor ferroviaire outre-Atlantique. Ok, merci. On n'a pas beaucoup de temps, mais j'ai quand même envie qu'on visite quelques lignes au moins de l'Afrique et de Moyen-Orient. En Afrique, maintenant, vous avez traité la ligne, le Tanzara, pionnier de la Chine-Afrique. Afrique de l'Ouest, le rêve de boucle ferroviaire de Vincent Bolloré. Mauritanie, le train du désert en zone de guerre. Afrique du Sud, l'inégalité sociale sur les rails. Donc moi, je suis intéressé et j'ai appris beaucoup de choses avec ce ligne, le Tanzara, pionnier de Chine-Afrique, et le rôle que la Chine a joué à l'époque, parce que la ligne était inaugurée en 1976. Donc, il s'agit ici de deux pays, la Zambie et la Tanzanie, et c'est cette ligne dont vous parlez. Et pour ce projet, donc c'est fascinant aussi l'histoire à propos de ce projet, que dans la Zambie, il y a beaucoup de minerais et il avait besoin des ports ou un lien vers les ports Mm. et qui était refusé à l'époque par le Zimbabwe de Rhodes. Et du coup, la Zambie n'avait plus de choix et il a trouvé ce chemin en passant par la Tanzanie. Mais pour créer ce chemin, il manquait l'argent. Les pays occidentaux n'ont pas aidé. Du coup, c'était la Chine de Mao qui a aidé à l'époque, non seulement en donnant un énorme crédit pour 30 ans sans intérêt, mais aussi en envoyant ses ingénieurs, ses techniciens qui ont travaillé avec les gens d'Afrique là-bas et qui ont construit cet immense projet. Et à l'époque, vous soulignez que la Chine était plus pauvre que les pays africains. Donc ça aussi, ça montre à quel point c'était important pour eux, ce projet. Si vous avez d'autres choses à ajouter. Alors, le Tazara, c'est une ligne que j'ai prise.
que j'ai prise et qui est absolument fantastique. Parce que elle aussi, c'est le premier projet en fait de la Chine-Afrique. Cette ligne de chemin de fer. Donc vous embarquez à bord de wagons chinois avec les inscriptions en chinoise et tout ça. Donc la présence de la Chine-Afrique est bien présente et vous faites toute cette ligne qui est évidemment incroyable quand vous arrivez notamment à la frontière entre la Tanzanie et la Zambie. Vous avez ce paysage de collines absolument de toute beauté. Vous êtes vraiment, c'est aussi une connexion de passagers très importante. C'est pas que des trains de marchandises. Et vous allez donc arriver à Kapiriemboshi. C'est pas très loin, à peu près 1 heure, je crois, de voiture, 1, 2 heures de voiture de Lusaka, la capitale de la Zambie. Et finalement, vous retrouvez un peu cette idée que vous évoquiez à Nuban de ce projet de Rhodes, alors qu'il était un projet très colonial, hein, rappelons-le évidemment, bien sûr, d'aller du Cap au Caire en train et de pouvoir traverser ainsi toute l'Afrique. Évidemment, le rêve n'est pas complètement réalisé. Par contre, à défaut d'aller du nord au sud, on peut aller d'est en ouest, en fait, aujourd'hui, et notamment en reliant, vous le voyez, si on remonte un peu par la RDC, et vous reprenez après une autre ligne, là également financée par la Chine, c'est pour ça qu'elle est en rouge sur la carte en Angola, et vous allez arriver à Lobito. Et vous allez Mhm. pouvoir faire le trajet d'est en ouest. D'ailleurs, même certaines compagnies touristiques ont lancé des offres avec, jumelées avec des safaris, ce type de choses. Mais vous pouvez prendre ces convois aussi séparés avec la population locale, c'est bien mieux. Les conditions sont parfois un petit peu rudes, mais vraiment, vous avez une immersion dingue, des souvenirs de dingue, de conversation. Vraiment, vous rentrez dans le pays. Il n'y a pas de meilleure manière d'appréhender la culture de cette région. Et donc, vous pouvez traverser d'est en ouest l'Afrique subsaharienne en train. Complètement, ça m'a donné envie maintenant d'y aller et prendre le train. Et rapidement, si vous avez aussi quelques mots à dire sur cette boucle ferroviaire où Vincent Bolloré était impliqué, mais j'ai appris qu'il a vendu. Vous avez expliqué ça dans un de vos entretiens. Donc voilà, si vous avez aussi rapidement quelques mots. C'était donc Vincent Bolloré, l'homme d'affaires français, aujourd'hui est surtout connu pour être à la tête de médias d'extrême droite, comme CNews ou Europe 1. Mais ce qu'on oublie un peu peut-être parfois, c'est que en fait, c'était un industriel qui a fait avant tout sa fortune. Et d'ailleurs, si aujourd'hui il s'engage dans les médias, c'est parce qu'il a réussi à vendre des actifs au prix fort, et notamment dans le domaine de la logistique. Et ce domaine de la logistique, c'était notamment avec comme terrain de prédilection l'Afrique subsaharienne, où il contrôlait un grand nombre de ports et de lignes de chemin de fer. Et il avait un rêve, Vincent Bolloré, qui était de construire une boucle ferroviaire avec cette idée de relier toujours hein, l'Interland au port. Hein. C'est toujours évidemment le même schéma pour évidemment ramener les richesses à la mer et les embarquer après dans le commerce maritime. Et de créer donc cette boucle d'Abidjan à Cotonou en passant par le Burkina et le Niger. Il y avait déjà des parties de lignes existantes, mais il fallait évidemment construire des tronçons pour relier ça. Ce qu'il a fait, il s'est lancé avant même d'avoir complètement les autorisations des gouvernements. Mais tout ça, on est dans des études toujours un petit peu post-coloniales. Et donc, il a construit une centaine de kilomètres de lignes, hein, ce que j'écris hein, sur la carte entre Niamey et Dosso au Niger qui aujourd'hui sont complètement abandonnés. C'est une sorte de train, de rail fantôme, puisque la boucle n'a jamais été réalisée, notamment parce que des gouvernements des pays concernés n'ont pas voulu se lancer dans cette aventure de cette boucle ferroviaire où on confiait à la Chine une partie de leur réseau. Et je pense que Vincent Bolloré en a conservé une grande amertume. C'était son rêve. Il avait mis énormément de moyens. Il était prêt à investir personnellement hein, dans ce projet-là. On retrouve un peu ce projet, comme vous évoquez, Rhodes, du Cap au Caire, ces boucles ferroviaires, quelque chose qui parle aussi parfois de la mégalomanie de certains à travers le rail. En tout cas, ce projet n'existe pas. Il a vendu donc tous ses actifs à MSC, qui maintenant gère, mais ne se relance pas du tout dans ce projet pharaonique de boucle ferroviaire. Oui. Et juste une chose que vous avez aussi écrit, c'est que ce tronçon ici est maintenant investi par la Chine. Oui, alors j'étais sur place hein, il n'y a pas très Mhm. longtemps. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Effectivement, il y a des discussions, mais vous savez, la situation reste même compliquée. Le Bénin est un pays assez stable dans la région, mais même il y a une tentative de coup d'État il y a pas très longtemps. Beaucoup d'instabilité dans le nord du pays, là où doit traverser la ligne de train. Donc oui, pour l'instant,
effectivement, il y avait cette question de l'arrivée de la Chine, mais Oui. là, vu l'instabilité, pour l'instant, c'est Oui. suspendu. Je voudrais aussi souligner la différence entre les investissements privés des entreprises, surtout européennes ou américaines, et l'État chinois, parce que l'entreprise CRRC, c'est Mm. l'investissement venant de l'État chinois. Donc il y a Mm. une différence aussi de l'approche de l'État et de l'investissement privé. Exactement. Maintenant, voilà. Maintenant, on va visiter la dernière ligne, le dernier continent. Ça, c'est Moyen-Orient. Et c'est une ligne avec une beauté folle. C'est ça que vous avez écrit dans le Mhm. livre. Mais avant d'y aller, je vais juste souligner quelles autres lignes vous avez traitées dans ce chapitre. Donc, il y a ce Transasien face à la trêve fragile entre la Turquie et l'Iran. Et l'Iran, maintenant, on en parle aujourd'hui. Il y a train du Hedjaz, des Ottomans à Bachar el-Assad, et puis Dubaï, Abu Dhabi, le train du futur, Hyperloop. Donc voilà cette ligne. Pour ce Transasien, donc c'est une ligne qui, à la base, liait Istanbul à Téhéran. Donc c'est entre la Turquie et l'Iran. Mais aujourd'hui, apparemment, c'est entre Ankara et Téhéran parce qu'il y a un TGV qui s'est construit entre Istanbul et Ankara. Et cette ligne est de 2400 km qui prend 57 heures et c'est un périple de folle beauté, comme vous avez écrit, vous allez nous dire. Et puis, l'Iran, pour les Iraniens, la Turquie, c'est le seul pays où ils n'ont pas besoin, parmi les seuls pays, rares pays, où ils n'ont pas besoin de visa. Ce trajet se fait en trois parties. La première partie en Turquie. Après, il y a un passage dans ce lac Van Mhm. où il y a un ferry et les passagers passent dans une zone de 4 mètres d'altitude où c'est entouré par ces collines. Et le dernier trajet, c'est en Iran. Et ensuite, ça va jusqu'à Pakistan pour la marchandise. Et puis, cette zone, euh, il y a les Kurdes qui sont pas beaucoup appréciés et aimés par l'Ankara. Et donc, il y a souvent des tensions. Et il me semble que la ligne n'est plus en fonction aujourd'hui, vu les tensions. Ma- Malheureusement, c'est exactement comme le cas de cette ligne dont on parlait, Samjhota Express entre l'Inde et le Pakistan. Évidemment, du fait de les tensions géopolitiques, la ligne est à l'arrêt. J'ai eu la chance de la prendre, d'aller de Ankara à Tabriz, en Iran, qui a été une expérience évidemment incroyable. C'était au moment où il y avait Rouhani qui était à la tête en Iran, et donc une période de relative accalmie qui a permis le fonctionnement à ce moment-là de cette ligne. Ce qui était fou, c'était de voir effectivement cette communauté iranienne qui, vous l'avez dit, c'est l'une de ces rares portes de sortie, c'est d'aller en Turquie. Donc on voit tous ces Iraniens, notamment évidemment dans le train, et puis sur ce ferry absolument incroyable, extrêmement rouillé que j'avais pris sur le lac de Van, où il y a aussi des chats très gros. Le lac de Van est connu pour ses chats très gros en Turquie. Et il y a ce grand ferry qui traversait de nuit. Et là, on voyait tous ces Iraniens qui buvaient, qui écoutaient de la musique, jouer sur le bateau. Bref, une vie un peu idyllique, parfois loin évidemment du climat d'oppression dans lequel ils vivaient. Je pense notamment aussi aux femmes qui étaient là absolument non voilà, libres, beaucoup plus qu'elles ne l'étaient. Et pourtant, la Turquie de Erdogan n'est pas non plus le pays le plus progressiste. Mais il n'empêche que il y avait, on sentait cette liberté dont ils profitaient, dont la population iranienne profitait avant de repasser la frontière et de retrouver leur domicile. Cette ligne aussi est incroyable de beauté parce que elle traverse le pays, la Cappadoce, ce lac dont j'ai parlé, des montagnes très hautes. On passe dans toute cette zone à forte domination kurde, ce qui explique aussi que la ligne soit très tendue. Et puis on arrive à Tabriz, dans ce pays où il y a la communauté plutôt azérie. On n'est pas très loin de l'Azerbaïdjan, c'est la communauté azérie qui vit là. Et puis après, vous pouvez continuer. D'ailleurs, l'Iran, il y a énormément de lignes de train. On peut aller jusque proche du détroit d'Ormuz à Bandar Abbas en train. Donc c'est un pays aujourd'hui, évidemment, qui connaît une situation absolument dramatique. Et on pense beaucoup d'ailleurs la population iranienne actuellement. Mais c'est un pays voilà,
qu'il faut là aussi appréhender par le train. Bien sûr. C'était fascinant. Donc, encore une ligne que j'aimerais bien apprendre un jour quand elle sera en Je serai fonction à nouveau. ouverte. Euh, Merci beaucoup. On touche maintenant la fin de cet entretien. J'ai quelques derniers commentaires. Donc, à nouveau, je vous remercie beaucoup d'avoir écrit ce livre parce que c'est fascinant, tous ces projets, toutes ces lignes que je ne connaissais pas avant, j'ai ignoré. Il y a un petit aspect, un peu technique, je dirais, que j'ai noté. Donc, dans le livre, vous parlez souvent des nombres de passagers par an et le tonnage ou les tonnes de marchandises par an. Et dans le jargon technique, souvent, parce qu'on ne sait pas combien de kilomètres ça a traversé, du coup, on le multiplie par le kilomètre. Donc, ça devient, par exemple, s'il y Mhm. a 10 passagers qui prennent 1 kilomètre, ça fait 10 passagers kilomètres. Et si c'est 10 tonnes de marchandises qui traversent 10 kilomètres, Ouais. ça fait 100. Voilà, Ah, c'est intéressant. voilà, donc ça ajoute juste une sorte de quantification Mm. au kilomètre Mm. traversé par le tonnage ou des passagers. Ah, bah, merci. Avec plaisir. Et j'aimerais conclure cette discussion maintenant avec cet avertissement environnemental aussi que vous avez soulevé. Donc, tout ça, c'est génial d'avoir les liaisons ferroviaires dans le monde. Mais il y a cette course au rail, il y a des nouvelles lignes qui sont construites, il y a des infrastructures gigantesques et il y a un risque, vous dites, qui peut affecter violemment l'environnement. Donc l'argument écologique qui est pour le renouveau de ferroviaire, est-ce qu'il serait quelque part aussi de greenwashing et pour des intérêts géopolitiques et géoéconomiques? Donc en tant que passager citoyen, qu'est-ce qu'on doit garder dans la tête quand on lit ça ou on entend? Vous avez totalement raison parce que, il faut se méfier sur l'argument écologique. Bien sûr, prendre le train et notamment les voies existantes, évidemment, c'est beaucoup plus écologique. Après, ces énormes chantiers, ces grandes infrastructures dont on parlait, notamment le projet Rail Baltica, on a ouvert notre discussion avec celui-ci, évidemment, l'impact environnemental est conséquent. Donc, il faut vraiment voir, notamment quand il y a le lancement d'une nouvelle infrastructure, si on ne peut pas faire sans cette infrastructure et rénover l'existant, déjà, évidemment, c'est essentiel. Et puis surtout à prévoir son utilisation. Tout va dépendre de l'utilisation et notamment du report que ça peut créer par rapport à l'aérien. Mais il faut effectivement se méfier parce que les constructions de l'infrastructure ferroviaire est quelque chose qui, évidemment, d'un point de vue environnemental, est extrêmement impactant. Donc voilà. Et puis, il faut se méfier des dérives et des aspects plus marketing, greenwashing à ce niveau-là. Donc, voilà, il faut avoir parfois raison garder. Tout n'est pas vert dans le train, bien au contraire. Tout n'est pas vert, sous Mhm. ces mots, on va peut-être s'arrêter. Mais à nouveau, merci beaucoup et j'espère un jour prendre les trajets que vous avez proposés dans ce livre et je penserai à vous. Merci à vous, Mhm. Antoine. Merci à nous, bande. Merci beaucoup.